Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va explorer un truc qui franchement fait trembler les DRH et grincer les dents des managers. On va parler de l'exigence saine. Ouais, et attention, hein, pas l'exigence saine qui s'affiche en gros sur les murs de l'open space avec des petites fleurs, hein. Ah non, non, pas les posters de motivation, hein. On parle de celle qui se vit vraiment au quotidien, tu sais, entre les réunions qui n'en finissent plus et les emails balancés à 22 heures. Exactement. Et aujourd'hui, le but de cette analyse, c'est vraiment de regarder la réalité en face. Pas de grandes leçons de morale, mais des faits. Et on a épluché pas mal de sources pour vous, hein, des témoignages, des données chiffrées, et surtout les méthodes très concrètes d'une structure de conseil qui s'appelle Joker Impact. C'est ça. Et pour bien comprendre, je voulais qu'on commence par une scène qui m'a vraiment marquée dans nos sources. Imaginez le truc. Une entreprise parisienne spécialisée dans le conseil. Un manager arrive, plein de bonnes intentions, et il décide d'appliquer à la lettre tous les grands préceptes à la mode sur la bienveillance. Le fameux manager sympa. Ouais, le manager super sympa. Résultat des courses, bam. Au bout de 18 mois de feedback complètement flou et d'objectifs qui changeaient tous les 4 matins pour ne froisser personne, bam, l'intégralité de son équipe a démissionné. 12 personnes évaporées en espace de 3 mois. Ah ouais, la fuite totale. Complètement. Et le pire, le détail qui tue, c'est que le jour où le tout dernier membre de l'équipe a posé son badge, le manager, sincèrement choqué, a lâché cette phrase: «Mais je pensais qu'on était une famille». C'est fou de se voiler la face à ce point. Mais en fait, comme le souligne souvent Sophia, qui est consultante chez Joker Impact, il y a une phrase très juste qu'elle utilise. Elle dit « Certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin Et lui, il a clairement distribué les pires cartes. ». C'était un jeu complètement illisible en fait. Le problème, et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est systémique. J'ai les chiffres de l'ANACT de 2023 sous les yeux. Écoute ça, 68% des salariés français déclarent subir une pression excessive au travail. Ah ouais, presque 7 sur 10, quoi. Voilà. Et de l'autre côté du miroir, tu as 72% des managers qui avouent, noir sur blanc, ne pas savoir doser l'exigence et la bienveillance. Donc en gros, tout le monde souffre, mais personne ne sait comment régler le truc. Et le grand écart est encore plus flagrant quand tu regardes le discours officiel des boîtes. Il y a une étude de la DARES parue en 2024 qui montre que 89% des entreprises françaises affichent fièrement le mot bienveillance dans leur charte. 89%. Mais c'est énorme. Ouais, mais attends de voir la réalité. Le baromètre Great Place to Work de 2023 dit que seulement 32% des employés estiment que ces valeurs sont réellement appliquées. Ah oui, l'hypocrisie totale. C'est le mythe de la bienveillance. Et pour comprendre pourquoi ça échoue de manière aussi spectaculaire, il faut regarder ce que j'appelle le piège des extrêmes. Dans nos sources, il y a cette métaphore que je trouve brillante. Imagine un atelier de haute horlogerie en Suisse. Ok, j'imagine. Le silence, la précision. C'est ça. Le maître horloger voit son apprenti faire un micro-écart d'un dixième de millimètre. S'il choisit l'exigence toxique, il l'humilie devant tout le monde. Ça détruit le talent de l'apprenti par la peur. Et à l'inverse. S'il est en mode bienveillance toxique, S'il ferme les yeux pour pas le braquer, genre c'est pas grave, on apprend, eh bien il bousille purement et simplement une montre qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. donc quoi que tu fasses dans les extrêmes, c'est un crash complet. Et d'ailleurs, il y a cet exemple réel de l'atelier français de maroquinerie de luxe. La directrice là-bas, elle exigeait la perfection, mais de façon ultra brutale. Le résultat? L'instinct de survie prend le dessus. Les artisans planquaient leurs erreurs, cachaient les cuirs abîmés. Exactement. Plus aucune créativité. Et en seulement 18 mois, la marque a vu sa qualité dégringoler et elle a perdu ses clients historiques. Si on décortique ça, en fait, c'est comme un coach sportif. S'il hurle «Plus vite, t'es nul» sur le bord du terrain, les joueurs s'épuisent nerveusement et lâchent l'affaire. Ouais, ils craquent avant la mi-temps. Complètement. Mais si le même coach sourit depuis le banc en disant «Oh, fais ce que tu peux, c'est déjà bien», personne progresse et l'équipe descend en division inférieure. Dans les deux cas, t'es perdant. Mais du coup, ça me fait réfléchir, est-ce que le problème de fond, c'est pas juste l'hypocrisie de ce qu'on appelle la culture d'excellence? Ah mais totalement. C'est souvent un paravent. Regarde cette ESN lyonnaise mentionnée dans nos données. Ils imposaient 60 heures de travail par semaine à leurs consultants. 60 heures. Et pour compenser ce rythme de dingue, qu'est-ce qu'ils faisaient? Laisse-moi deviner, des baby-foot et des corbeilles de fruits? Presque. Des ateliers bien-être et de méditation le vendredi après-midi. Le message implicite, c'est vraiment « détendez-vous, mais surtout pas trop, et répondez à vos mails ». Quel cynisme absolu!
Tu t'es fait broyer du lundi au jeudi et le vendredi, on t'apprend à respirer. Et ça passe beaucoup par le langage, par les mots qu'utilisent les managers au quotidien. Il y a 3 phrases toxiques qu'on a repérées dans le rapport. Absolument. Et ces phrases, elles transforment vraiment l'exigence en poison. La première, c'est le grand classique absolu, c'est pour ton bien. Oh là là, ça c'est la phrase manipulatrice par excellence. Bah oui, au lieu d'expliquer le pourquoi professionnel d'une tâche difficile, genre le client en a besoin demain pour tel enjeu, le manager déguise sa pression en une sorte de fausse faveur parentale. C'est infantilisant au possible. Complètement. La deuxième phrase, c'est t'es trop émotif. Ah, le fameux gaslighting, quand on essaye de te faire croire que le problème c'est toi. Exactement. Le manager te donne un délai impossible, tu dis que c'est pas gérable, et on te répond que tu gères mal la pression, que t'es trop émotif. Ça sert juste à faire taire une réaction tout à fait légitime. Et la troisième phrase, c'est celle de notre manager parisien du début. Ici, on est une famille. Pourquoi c'est si dangereux ça, au fait? Famille, c'est un mot positif? C'est dangereux parce qu'une équipe professionnelle, c'est justement pas une famille. Une famille, c'est censé être l'amour inconditionnel, les sacrifices sans contrepartie. Le dire au boulot, c'est exiger des employés qui sacrifient leur week-end sans broncher, sous couvert de loyauté familiale. Ce qui amène des incohérences managériales hallucinantes. Il y a ce témoignage de Jean, 45 ans, manager dans la tech. Il se croyait hyper bienveillant, le gars. Sauf que son humeur, c'était les montagnes russes. L'exigence variable, le pire truc pour le cerveau. Mais oui, un jour il disait « Sois autonome, fais-toi confiance », et le lendemain il hurlait « Mais pourquoi tu m'as pas demandé mon avis avant de le valider ça ?» C'est de la folie. Et les chiffres de l'ANACT de 2023 le montrent bien. Ce genre d'attitude crée un stress chronique chez 65% de l'équipe concernée. Le cerveau humain peut s'adapter à la dureté, à condition qu'elle soit prévisible. Mais face à des injonctions aléatoires, t'es juste en alerte permanente. C'est exactement comme faire un gâteau en changeant les ingrédients et la température du four à chaque fois, et après tu t'étonnes que ce soit cramé. Et pour Jean, ça n'a pas loupé. 3 de ses meilleurs éléments ont démissionné en une seule semaine. Il le fuyait pas parce qu'il était trop dur, il le fuyait parce qu'il était totalement incohérent. C'est le mot juste. Incohérent. Et la réalité, d'après les chiffres de l'INSEE de 2024, elle est cruelle. Il y a seulement une entreprise sur 5, 22% très exactement, qui arrive à maintenir cet équilibre durable entre exigence et humanité. Seulement 1 sur 5. C'est consternant. Mais alors, puisque le système d'en haut est un peu cassé, la solution, elle vient souvent d'en bas, de décisions assez radicales. Et ça passe souvent par un mot très simple, mais hyper dur à prononcer au travail. Non. Le fameux pouvoir de dire non. Il y a l'histoire de Claire, rapportée par France Info en avril 2024, qui illustre ça parfaitement. Claire, 35 ans, chef de projet dans une ESN à Marseille. On est vendredi, 18 heures, elle a déjà fait 60 heures dans sa semaine. L'heure du crime managérial. Voilà. Et son manager débarque en exigeant un dossier bouclé pour le lundi matin à 8 heures. La plupart des gens, dans ce cas-là, ils râlent dans leur coin, ils annulent leur week-end et ils accumulent de la rancœur, non? Souvent, oui. Mais Claire a répondu simplement « Non, voici ce que je peux faire d'ici lundi midi. Et si c'est vraiment urgent, on en parle lundi à la première heure pour réorganiser le reste de mes priorités. » Mais c'est génial! Et la société déteste tellement les gens qui osent dire non. On nous apprend que dire non, c'est être un mauvais salarié. Sauf que pour elle, ça a marché. Ça a totalement marché. Le dossier a été livré à temps sans sacrifier son week-end. Et loin d'être virée pour insubordination, elle est devenue la référence absolue en gestion de priorité dans sa boîte. Elle a compris que l'exigence, ça se négocie factuellement. C'est clair. Il y a un autre exemple marquant dans nos sources, c'est Marc, un mec de 40 ans dans une grosse boîte de conseil. Il n'en pouvait plus de faire semblant. Un jour, il a envoyé un email à toute son équipe pour dire « Stop à l'hypocrisie, voici les vrais problèmes ». Un électrochoc. Organisation, et le turnover a chuté de 40% derrière. Mais là où ça devient fascinant, c'est quand on regarde la rentabilité du respect. L'histoire du patron lyonnais Luc. Ah, ce qui est incroyable. Luc, patron de PME, il a pris la décision de virer son meilleur commercial, Jean, parce que le gars pourrissait l'ambiance et insultait les autres. Faut du cran pour virer son meilleur vendeur. Il en faut. Les Échos ont d'ailleurs vérifié les chiffres de cette boîte. Au début, évidemment, les ventes ont baissé pendant 3 mois, le temps que le choc passe. Ce qui est la hantise de tous les patrons. Absolument. Mais ensuite, les ventes ont explosé de 47%. 47%. Mais comment c'est possible d'augmenter les ventes en virant le meilleur élément? Parce que, quand le harceleur est parti, l'équipe a enfin été respectée. Ils ont commencé à vraiment travailler ensemble au lieu de se protéger les uns des autres. Et, fait intéressant, les clients eux-mêmes préféraient largement traiter avec une équipe saine plutôt qu'avec une star toxique.
C'est ça la moralité. Perdre un élément toxique, c'est gagner une équipe entière. C'est fou quand on y pense. Le respect est factuellement plus rentable, mais on continue de promouvoir les pires comportements. Et d'ailleurs, ça marche même hors de l'entreprise. Il y a cette prof en ZEP, Claire. Ah oui, l'exemple éducatif. Elle a complètement arrêté de noter les devoirs en l'encre rouge pour sanctionner. Elle s'est assise avec les élèves et leur a demandé « Qu'est-ce qui vous bloque ?» Résultat, un bond de 30% de leurs résultats scolaires. Elle a juste substitué la pression par de l'écoute active. Et c'est ça l'exigence saine. Mais alors, comment on systématise ça? Parce que l'anecdote, c'est bien, mais la méthode, c'est mieux. C'est là que les outils de Joker Impact sont hyper pertinents. Ils ont une méthode en 3 étapes. La première, c'est le test du miroir, c'est ça? Voilà, le « et si c'était moi ?» Avant d'exiger un truc de ton équipe, tu te demandes « Est-ce que j'accepterais ça à leur place, avec ce délai et sur ce ton ?» Et selon leurs études internes, appliquer juste ce petit test a réduit les conflits de 40% chez leurs clients. C'est tout bête, mais ça force à sortir de son ego. Complètement. Ensuite, ils utilisent ce qu'ils appellent la grille exigence-humanité. Comment on visualise cette grille? C'est une matrice avec 4 cases. Si tu as une faible exigence et une faible humanité, t'es un loser, ton équipe dérive. Si tu as une forte exigence mais aucune humanité, t'es un tyran. Et le manager qui est tout doux mais qui demande rien, c'est quoi là? Le bisounours. Exactement, le quadrant bisounours. Il y a 0 performance. Le seul endroit où il faut être, c'est en haut à droite. Forte exigence et forte humanité. C'est l'équilibre sain. On est ferme sur la qualité, mais juste avec les humains. Ok, mais sur le terrain, face à une vraie erreur de la part d'un collaborateur, comment on gère? On peut pas juste sourire? Non, bien sûr. C'est l'outil numéro 3, le feedback en 3 temps. La règle des 3 étapes. Un fait positif est sincère d'abord. Par exemple, j'ai apprécié ta réactivité sur ce dossier. Ce qui fait baisser la pression tout de suite. Exactement. Ensuite, un axe d'amélioration très précis, sans jugement de valeur. La prochaine fois, vérifie bien les chiffres financiers. Et enfin, la question ouverte qui change tout. Qu'est-ce qui t'aiderait à faire ça plus sereinement la prochaine fois? On le remet en position d'acteur, pas de coupable. Exactement. Et les résultats sont là. Chez Sanofi, qui a implémenté cette méthode, le taux d'engagement interne est passé de 42% à 78% en 6 mois. La vache, c'est presque le double. Il y a aussi le contrat d'exigence mutuelle, non? Oui, chez une PME bretonne. C'est un document signé par toute l'équipe. Ce qu'on attend de moi, ce que j'attends des autres et ce qu'on fait si ça déraille. En un an, ça fait passer leur turnover de 30% à 8%. Pourtant, malgré toutes ces preuves que ça marche, les chiffres d'OpinionWay de 2024 montrent que 67% des entreprises continuent de fonctionner avec des systèmes d'évaluation flous et des attentes contradictoires. Ah mais ça coûte des millions cette lâcheté managériale. Il y a ce grand groupe bancaire qu'on a analysé. Ils exigeaient de leurs employés qu'ils soient innovants, mais les sanctionnaient à la moindre sortie des processus rigides. Ou alors, ils disaient « soyez autonomes », mais critiquaient chaque prise d'initiative. L'injonction paradoxale par excellence. Et ça leur a coûté quoi, VA? Un turnover de 35% en 2023. 35%, alors que leurs concurrents directs sont à 12%. La perte estimée en coûts de recrutement et de formation gâchés s'élève à 18 millions d'euros. 18 millions envolés pour un manque de clarté. Ah ouais, c'est effarant. D'ailleurs, pour illustrer comment on peut casser ce cycle, il y a l'exemple de Sophie, cette directrice d'agence. Elle avait tellement peur d'être perçue comme la chef trop gentille qu'elle surcompensait en devenant très froide et cassante. Et puis un jour, elle a posé les bases devant son équipe. Elle a fixé la ligne rouge. Exactement. Elle a dit au clair, je peux être extrêmement exigeante sur notre travail, mais je vous fais la promesse de n'être jamais méprisante. C'est génial. Et dans nos sources, on a trouvé une analogie que j'adore. L'exigence saine, c'est comme un très bon café. Ah, j'aime beaucoup cette image. C'est assez fort pour te réveiller, te stimuler, mais assez doux pour pas te brûler de l'intérieur. Le drame, c'est que la plupart des gens au bureau sont forcés de boire soit de l'eau tiède sans aucun goût, soit carrément de l'essence qui ravage tout. C'est une excellente métaphore. Et la question qu'on peut se poser, c'est si demain, tout le monde, de la base au sommet, se mettait à communiquer avec cette clarté, est-ce que le niveau général s'effondrerait par manque de pression ou est-ce qu'il s'élèverait? Les faits nous prouvent que ça s'élève à chaque fois. Absolument, parce que toute l'énergie qu'on gaspille à essayer de décoder les non-dits ou à se protéger des autres, elle est enfin libérée pour résoudre les vrais problèmes de l'entreprise. Joker Impact ne promet pas un monde parfait, évidemment, mais il prouve qu'avec des outils concrets, on peut vraiment améliorer celui qu'on a. Ce qui m'amène à une petite pensée provocatrice pour boucler notre analyse.
On nous a toujours vendu que l'excellence, c'était le fait d'être le héros qui fait plus. Celui qui compense les trous la nuit, qui absorbe les chocs, qui rattrape les erreurs du système. Le fameux salarié indispensable. Voilà. Mais si l'exigence saine, c'est avant tout de clarifier ce qu'on attend de nous et de refuser l'incohérence. Peut-être que le véritable acte d'excellence aujourd'hui, c'est pas de faire plus, c'est peut-être d'avoir le courage inouï de laisser échouer un projet qui est structurellement bancal. Ah oui, refuser de jouer l'amortisseur silencieux. Exactement. L'exigence ultime, ça serait de refuser de compenser les failles béantes d'un système par son propre épuisement personnel. Parce que c'est seulement quand on arrête de pallier les défauts que l'entreprise est littéralement forcée de se regarder dans le miroir et de se réparer. C'est une réflexion hyper puissante pour clore le sujet. Merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Et pour ceux qui nous écoutent, demain matin, quand vous arriverez au bureau ou face à votre ordinateur, posez-vous la question. Quelle carte allez-vous décider de jouer? Est-ce que vous allez servir de l'eau tiède, de l'essence ou le bon café? À très vite pour une prochaine exploration.